Dans l'épisode du jour, Starlink va devenir rentable en 2023. Carlos Tavares critique encore l'Union européenne. Et on a pour la première fois une photo d'une Tesla avec le hardware 4. Bienvenue dans le monde d'Elon. Les amis, bonjour et bienvenue dans le monde d'Elon, le podcast qui fait le point chaque semaine sur cette actualité qui disrupte notre quotidien pour un futur plus durable. J'espère que vous allez très bien. Comme d'habitude, je suis avec Mathias. Salut. Salut Jérémy, salut tout le monde, comment vas-tu? Eh bien, ça va. Je suis en train de préparer mon discours que je vais faire ce week-end, samedi, tu sais, lors du Bourgogne Electric Day. J'ai un petit slot d'une demi-heure dans lequel je vais parler. Donc, c'est de 3h30 à 4h. Et je vais parler de disruption. Donc, je suis en pleine préparation de ça. Ça va être assez cool. Et si tout se passe bien, si l'Internet fonctionne, eh bien, je serai en même temps en live. Donc, voilà, je vais l'annoncer. Je vous le dis. Ça risquera d'être assez intéressant. On va parler des disruptions et de comment le monde va complètement changer d'ici déjà la fin de la décennie. Ça sera pas mal. Il y a des trucs vraiment incroyables. Donc, voilà, super cool. Donc une keynote en live. Exactement. Et aujourd'hui, donc, on est sur le podcast, pas mal de choses aussi, comme d'habitude. Si ça vous plaît, si ça vous intéresse, merci de lâcher déjà un grand pouce, ça nous aide énormément. Merci beaucoup. On va vous poser une question, on va répondre à la question de la semaine dernière, et puis je vais retravailler un petit peu pour remettre les épisodes sur Spotify et compagnie, pour que vous puissiez avoir les versions audio. Ça arrive, ne vous en faites pas. On commence tout de suite par quoi cette semaine, mon cher ami ? Eh bien, on va partir à Boca Chica, au Texas. On avait parlé la semaine dernière plutôt de l'allumage statique, qui avait été finalement une réussite sans être une réussite. En gros, ils ont voulu faire un autre test, un spin prime sur le moteur qui n'était pas nominal. L'objectif, tu vois, c'est de faire tourner toute la tuyauterie, les turbopompes, dans l'optique de voir si la circulation des ergols, donc du carburant, fonctionne. Et donc là, on a vu un test du B7, le Booster 7. Et ça a été une réussite. Donc prochainement, on aura le lancement du Starship S24 et du Booster B7 pour un vol orbital, normalement en mars. Donc c'est plutôt cool. Mais il y a une nouvelle actualité aussi qui est arrivée. C'est, tu sais, il y a plusieurs pads à Cap Canaveral. SpaceX en utilise un qui a été que l'on voit pour les Crew Dragon et ensuite on en a un second. J'utilise le vrai. Alors, j'aurais envie de te dire le voilà. pad, celui des missions Apollo. C'est ça. Parce que ensuite l'autre, il est utilisé actuellement juste pour des missions standards avec 39. des satellites. C'est ça. Et globalement, il devrait arriver prochainement avec des missions habitées depuis ce pad annexe. Ça a été annoncé. Alors, selon SpaceX, on serait sur un lancement, plus vers une première possibilité à partir du Q3 2023. Donc, c'est bientôt. Maintenant, comment embarquer c'est une grande question. Parce que il n'y a pas de tour, il n'y a rien. Il n'y a pas de tour. C'est ça justement l'enjeu. Donc, grande question. C'est-à-dire qu'ils seraient capables, entre maintenant et les prochains mois, de construire une tour. Bon, ils savent construire une tour à Boca Chica, par exemple. On l'a vu en quelques mois, c'est possible. Mais là, ça a l'air d'être plutôt optimiste. Mais bref, on verra bien. Bon, je ne pense pas qu'il les largue avec un hélicoptère et une corde. Ou tu fais embarquer, mais ça ne sera pas possible parce que Non, tu faut peux pas les faire une embarquer au sol et la alimentation. poser dessus. Ça, faut un cordon, faut une certaine alimentation de la capsule, des systèmes à bord, donc c'est pas possible. Mais sinon, ce qui est intéressant, c'est Starlink. Tu sais, Starlink, la constellation internet. Eh Oui. bien, Gwynne Shotwell, la présidente de SpaceX, a déclaré que le dernier trimestre était dans le positif et qu'en 2023, Starlink pourrait générer des bénéfices à l'année. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais ça, c'est pas surprenant. C'est pas du tout Non. surprenant, en fait, parce que déjà,
Au niveau du B2C, ça c'est donc pour les particuliers, ça s'est étendu. Là, notamment récemment, Starlink arrive au Rwanda et quand on regarde l'Afrique, bam bam, Waouh! euh, à partir de 2023, ici, il y a un développement qui va arriver. Donc en bleu foncé, c'est des pays qui vont venir, des marchés qui vont ouvrir. Et ici, Extra. actuellement en Afrique, bon, on a le Rwanda et on a le Nigeria. Alors, tu vas me dire pourquoi ils arrivent au Rwanda. Eh bien, pareil, Mmh. juste un truc, c'est que les États-Unis commencent à arriver de plus en plus là-bas pour mettre des stations de télécommunications pour faire des liaisons avec les missions lunaires. Donc, ils préparent Ah! le programme Artemis et donc, tout est logique pourquoi, Starlink, ouvre notamment le Rwanda, dans ces terres. Mais par contre, c'est pas ce qui fait la rentabilité de Starlink. Ce qui est en train de faire la rentabilité de la constellation, c'est les contrats B2B, tu vois? C'est ces contrats de plusieurs millions de dollars qu'ils font avec, Qatar Airways, qu'ils font avec, d'autres, compagnies aériennes parce que ça coûte, plus cher à installer et c'est des contrats sur le long terme et La puis bande bien passante est sûr, pas la même, je pense aussi. J'ai c'est vu, ça. sur une compagnie maritime américaine aussi qui font des traversées, qui font des cruises, tu sais? Ils vont mettre tous leurs bateaux aussi, vont les alimenter avec, Starlink. Donc, si c'est des couchettes que tu as, je sais pas, 200 couchettes ou même que 100 couchettes sur le bateau, la data qui va passer, ça coûte beaucoup plus cher que nous à 50 €, quoi. C'est sûr et bah, après ensuite, par exemple, tu as eu, Royal, le plus gros croisiériste américain qui a équipé aussi sa flotte. Ouais, je Donc crois que c'est voilà, ça. Starlink, brasse de l'argent. Après, il y en avait 2 autres qui ont été annoncés récemment, c'était des plus petites, compagnies, mais ça reste toujours, des gros contrats. Donc Ouais. ça coûte, en termes d'acquisition, c'est beaucoup plus stratégique et ensuite, voilà, c'est le B2B de toute façon, c'était ce qui allait, marcher pour aller Mmh. capturer des contrats et viser une rentabilité, au max. Est-ce qu'ils communiquent sur le chiffre d'affaires que ça génère, et que ça va générer, ou comme c'est pas une entreprise qui est publique, on n'a pas trop d'infos? Bah, du coup, ils ne communiquent pas vu que Starlink et SpaceX n'est pas public. Par contre, Ouais. Starlink, pourrait faire une IPO en 2025 selon un mail qui avait fuité, d'Elon Musk à ses employés. Donc une entrée en bourse, à venir en 2025, dans ces eaux-là. Ouais, il avait bien dit que, SpaceX serait en bourse uniquement quand, il y aurait une, civilisation autosuffisante sur Mars, parce qu'il veut pas que ça puisse, contredire ses plans et contredire le projet. Par contre, du coup, ouais, ils vont séparer certainement les 2 actifs, Starlink, et SpaceX, de l'autre côté, ça serait cool. Est-ce que c'est un truc sur lequel tu aimerais investir, ça? Non, pas, jamais sur Starlink et SpaceX parce que je sais que ça va être, il y aura une grosse pression des fans. Mmh. Et les baleines, les gros investisseurs, ils vont short le marché dès qu'il y a une hype. Donc, je vais pas m'aventurer, personnellement sur ce terrain-là. Et là, il y a une étude assez intéressante sur quelque chose dont on n'a pas l'habitude de parler, en tout cas les médias ne parlent pas souvent, c'est l'impact de la voiture électrique sur la santé. Et donc effectivement, une voiture électrique, bah, ça a pas de pot d'échappement, donc ça émet pas de particules fines, tout ça, mais on savait pas vraiment est-ce que ça avait un intérêt ou pas. Et là, il y a une étude qui est sortie, donc une étude américaine, de l'école de médecine de l'université de Californie du Sud. Alors, je trouve ça vraiment intéressant puisqu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup moins d'urgences, liées à l'asthme entre 2013 et 2019 selon certains endroits et selon le taux de pénétration de la voiture électrique. Par exemple, il précise que pour chaque tranche de 20 immatriculations pour 1000 habitants, ce qui n'est pas vraiment fou, je trouve, les visites à l'hôpital sont réduites de 3,2%. Et 3,2%, je trouve que c'est quand même assez impressionnant. Et donc, voilà, donc ces chiffres ont évolué. Par exemple, ils disent qu'en 2013, les villes concernées comptaient 1,4 voitures électriques pour 1000 habitants en moyenne. Et en 2019, ces chiffres avaient grimpé à 14,6. Au plus tu rajoutes de voitures électriques et au plus tu as un effet positif sur la santé. Je ne pensais pas que c'était autant que ça. Bah, après, j'ai envie de dire, enfin, d'un côté, c'est un petit peu logique vu que tu as pas d'émissions, de particules, fines. Mmh, par contre, maintenant, c'est, bah, les études, en fait, c'est pas vraiment un sujet que l'on aborde tous les jours parce qu'on parle d'émissions de CO2, de réduction, des émissions de CO2, bref, de tous ces sujets-là, Ouais. traditionnels et là, le fait de remettre la santé,
voilà, sur ce chemin-là. C'est très intéressant. Bon, on a vu des startups arriver avec des masques, avec des filtres où ils te donnent les statistiques de tout ce que tu vas éviter de respirer. Ouais. Bon, ça, c'est pas trop une solution, hein, ça, c'est pour le court terme. Mais après, bien sûr, toute cette transformation-là, globalement, de l'énergie et du transport reste plutôt intéressant, reste plutôt intéressant. Surtout que l'asthme, c'était quelque chose qui était de plus en plus présent au sein de la population. Donc, Mmh. comme quoi, le fait de changer de mode de transport, vers quelque chose de plus vert, ça a plusieurs impacts positifs, environnementaux, santé, Ouais. économiques aussi, Mmh. et puis forcément financiers dans certains cas. Et tu vois, ils nous disent que ça pourrait faire un effet boule de neige, en tout cas être, un message puissant pour le public et les décideurs, parce que c'est pas quelque chose dont on parle souvent. Voilà, rien que le fait de dire: «La voiture électrique, vos enfants seront et nous et les personnes vulnérables seront moins malades», c'est un vrai message et comme tu dis, c'est aussi des économies d'argent, bah, pour la sécu, aussi, donc pour les États, ça peut être un vrai gain et du coup, on s'est dit que ça pourrait être la question du jour. Savoir pour vous, quel est l'intérêt principal de la voiture électrique? Est-ce que c'est un intérêt, principalement environnemental? Un intérêt, pécunier? Un intérêt pour la santé? Les 3 ensemble? Ou alors finalement aucun et tout ça c'est de l'esbrouffe et on voit même pas pourquoi on en parle quoi. Voilà. Voilà, calme-toi, C'est des bobos d'écolo, laisse tomber, on s'en fout. Mais ça peut être votre avis totalement, hein, donc c'est pour ça qu'on met bien le aucun des 3. en tout cas, ta petite fiche de Donc notes en voilà. a pris un coup, hein. Comment? Ta fiche de notes en a pris un coup, hein. Ouais, au bout d'un moment, ras-le-bol de ces conneries, hein. On va, changer de sujet, revenir peut-être un peu sérieux. Non, je sais même pas si on doit revenir plus sérieux, mais, on a des nouvelles par rapport à nos amis de Ford. On parle souvent de Ford dans l'actualité quand même et là, c'est une double actualité. Moi, j'ai trouvé un truc, toi, tu as trouvé un autre truc par rapport à Ford, donc c'est assez marrant. On parle toujours de Tesla, mais comme quoi il y a pas que Tesla dans la vie, je dis tout le temps. Ford, sa Mustang Mach-E va avoir des batteries LFP en Europe à partir de 2023 en partenariat avec nos très chers amis de chez Catel, hein, les Chinois Catel qui vont fournir ces cellules, en remplacement des cellules NMC, nickel, cobalt, manganèse. Alors pourquoi ils font ça? Ben, évidemment, ils nous disent que elles sont très fiables, tolèrent des charges plus fréquentes et plus rapides, tout en utilisant moins de matériaux rares et chers. C'est vrai, c'est pour ça que Tesla s'est lancé là-dedans, c'est pour ça que la plupart des gens se lancent là-dedans, c'est pour ça que les batteries de stockage, comme les EcoFlow et cetera, sont aussi en LFP. Donc, c'est une vraie tendance maintenant et je pense que ça peut avoir un véritable intérêt pour nos amis de Ford parce qu'on nous dit ici que la version de base, depuis qu'elle est sortie, c'est pas très vieux, hein, elle est passée de 48 990 € à, accroche-toi bien, 61 650 €. Donc la batterie LFP, va certainement pouvoir les aider à baisser un petit peu les prix. Enfin, tous les constructeurs vont commencer à s'intéresser à la LFP, puis, il y a que des bénéfices, hein, et que des avantages pour eux. Donc, Mmh. c'est super. Mais d'ailleurs, tu sais pas ce qu'ils veulent faire Ford aussi, en Europe? Maintenant je sais que tu as une news, mais je sais pas ce que c'est. Et ouais, et bien, hop, on va switcher dessus. C'est Ford et LG et alors je ne parle pas turc, mais Cox, bref, 3 acteurs vont s'allier, pour venir s'installer en Turquie, vers Mmh. Ankara, dans Ouais, l'optique de, construire une usine de batteries et une de plus. c'est ça, pour commencer une première production en 2026 et on parle d'abord dans un premier temps de 25 gigawattheures annuellement et Mmh. puis, à terme, on pourrait atteindre les plus de 45 gigawattheures. C'est Oh! c'est intéressant. Mais surtout, pourquoi ils viennent en Turquie? D'abord, l'atout stratégique de la Russie, enfin de la Russie, de la Turquie, qui s'affirme de plus en plus ces dernières années. Ouais. Le coût aussi, hein, et un certain coût salarial qui est moindre, mais surtout ça permet de, jongler sur cette zone économique qui est intéressante et puis d'avoir, l'Europe, l'autre partie de l'Europe, pas très loin. Oui. Donc Ford, décide, de de venir à Ankara pour, ce contexte, géographique. Mmh.
Intéressant. Et c'est encore une de plus de ce qu'on vous avait dit la semaine dernière. La semaine dernière, on a annoncé combien? On a annoncé 80 gigawattheures, je crois, plus le grade batterie, enfin les produits de batterie de chez Redwood, c'était 100. Donc là, on est à 130 gigawattheures en une semaine, un truc comme ça. Ouais, on commence à attendre des stats plutôt incroyables, hein. On va les comptabiliser, ouais, ouais, c'est bien, c'est cool. Hem, on enchaîne avec un autre qui se lance dans la voiture électrique, mais tu sais, c'est toujours le chaud et le froid avec notre ami Carlos Tavares, qui nous a dit, finalement, encore une fois, l'Europe, il y en a marre. Déjà, il est contre le fait, de bannir complètement la voiture électrique en 2035. Pour lui, c'est la ruine de l'industrie automobile européenne. Alors parfois, il te dit que la voiture électrique, c'est ce qu'il y a de pire. Par moment, il fait des keynotes sur la voiture électrique, il te dit que c'est vraiment génial. Il a un peu du mal, moi, à arriver à le saisir. Et là, il a dit que la nouvelle norme Euro 7 sur les émissions, ce sont les émissions, que je ne dise pas de bêtises, d'oxyde de nitrogène et de monoxyde de carbone sont useless. Donc, ça ne sert à rien. Alors, on va décrypter ça un petit peu. Moi, je suis à moitié d'accord avec lui et à moitié pas d'accord avec lui, du coup. Alors, pourquoi je suis d'accord avec lui? Parce que, comme il le dit très bien, finalement, c'est un non-sens puisque l'Union européenne te dit on veut bannir complètement la voiture thermique d'ici 2035. Donc pourquoi mettre de l'argent dans la voiture électrique et en parallèle mettre de l'argent pour modifier ton outil industriel actuel pour avoir des normes un petit peu plus dures? Finalement, c'est de l'argent qui est dépensé pour pas grand-chose. Dans ce sens-là, je suis d'accord avec lui. Putain, c'est un truc de fou. Mais d'un autre côté, je suis d'accord avec l'Union européenne parce que je pense que l'idée derrière tout ça, ce que fait l'Union européenne, c'est qu'il cadenasse, il verrouille encore plus l'interdiction des voitures thermiques en 2035. D'un côté, ils disent on arrête la voiture thermique, et de l'autre côté, ils disent ouais, mais en même temps, si t'as pas compris qu'on allait l'arrêter, eh ben, on va te complexifier encore plus la vie pour les quelques années où tu vas en produire, tu vois. Donc, je pense qu'il faut lire le message de Carlos Tavares comme une vérité, mais avec un fond d'aigreur par rapport à ce que fait l'Union européenne. Et je pense qu'il faut lire le message de l'Union européenne qui n'a probablement pas de sens comme un outil supplémentaire pour dire adieu à la voiture thermique. Est-ce que tu vois ça comme moi ou pas du tout? Bah, moi, si je regarde ça, en termes d'affaires européennes, je vois surtout que Stellantis a peur. Stellantis a peur avec, ce qui se passe actuellement en UE, les relations. L'Italie, 2035, ils kiffent pas, ils l'ont affirmé. De toute Ouais. façon, le gouvernement italien actuellement, ne kiffe pas trop l'Union européenne et l'esprit, de l'Europe, donc ça, Mm. c'est un premier fait et forcément, il y a une influence italienne et toutes ces déclarations, bah, Stellantis joue entre le bloc américain, le bloc français et le bloc Mm. italien. Mais le Oui. fait qu'il y ait des mésententes franco-italiennes, bah, ça arrange pas la stratégie de Stellantis. Donc à un moment, il doit suivre un petit peu, le bloc, franco-allemand et d'un autre, il a aussi la partie, italienne qui est en pleine opposition ces derniers temps de la stratégie globale, de l'Union. Donc, moi ça me surprend pas, hein, ce coup de gueule et forcément lui ça l'arrange pas, hein, ce qui se passe actuellement. Si l'Italie, se dit, «Nous, on veut pas de la voiture électrique en 2035, et on bannit, on fait un on exclut totalement le thermique», ça leur plaît pas. Donc forcément il a le cul entre les 2 chaises. Oui, oui, bah, ça pourrait expliquer effectivement pourquoi un coup il te dit c'est bien, un coup il te dit que c'est pas bien et que c'est compliqué. Mais c'est un très bon point le côté ouais, c'est un groupe mondial avec des désaccords. Ouais, 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 je pense qu'il y a de ça. On enchaîne, on verra de toute façon ce qu'il en est avec Stellantis, qui quand même nous promet de belles surprises. Donc, en plus avec une Fiat 500 qui marche bien et tout ça. Donc, à voir, on continue. On enchaîne tout de suite avec Tesla, si ça te convient. Let's Avec, go. Tesla, qui nous fait voir pour, je pense, la première fois Tesla ne nous fait rien voir du tout en fait, hein. C'est surtout un leak, des gens qui vont sur les parkings, à Fremont et qui ont regardé une Model S et un Model X, qui auraient normalement le nouveau hardware 4. Alors le hardware 4, c'est devenu,
la gros techno bubble en ce moment chez Tesla. Tout le monde attend que Elon ne parle que de ça lors de l'Investor Day. D'ailleurs, c'est le dernier podcast avant l'Investor Day. Et la semaine prochaine, on fera un truc spécial là-dessus parce que je pense qu'on aurait eu plein d'infos. Et on a quelques photos. Alors, c'est un peu contradictoire avec les dernières photos qu'on a eues la semaine dernière, j'aurais envie de te dire, parce qu'on devait avoir normalement plus de caméras. Alors, on a des changements de caméra, je vais te faire voir, mais c'est pas non plus la révolution de la mort. Qu'est-ce qu'on a comme différence? Tu vois, ça, ce sont les caméras avant. Donc, celle qui est à gauche, c'est la nouvelle, hein. À droite, c'est l'ancienne. La caméra serait donc différente. Elle serait un petit peu plus tournée sur le côté que vraiment à regarder derrière. Ça, c'est une première chose. Mais bon, c'est vrai qu'un angle de vue, ça change énormément de choses, hein. Pareil pour la caméra qui est sur le pilier. Certains pensaient qu'elle serait enlevée, qu'elle serait remise sur les ailes pour regarder devant. Bah, apparemment, elle est toujours sur la porte. Et donc là aussi, elle regarde un petit peu moins derrière, elle regarde plus sur le côté. Donc c'est la photo que vous voyez là. Et on aurait les caméras de pare-brise avant. Aujourd'hui, on a 3 caméras. On n'aurait plus que 2 caméras là-dessus. Donc voilà, encore une modification. Et la caméra arrière, elle est légèrement différente, mais bon, à quelque chose près, c'est la même chose. Donc du coup, le coût des 11 caméras, bah, c'est pas trop ce qu'il en est. Alors, tu as un avis là-dessus, toi, ou je suis un peu paumé, moi. Est-ce que c'est pas un pré-HW4? Je pense pas, hein, peut-être Je sais qu'il y pas, a tu une vois, les photos, elles hype. sont là, tu vois. Les photos, c'est des photos qui sont sur le parking de Fremont. Donc, c'est des voitures neuves qui sont apparemment prêtes à être vendues, à être livrées. Donc, tu livrais une voiture comme ça, à moitié faite, entre 2 versions, je sais pas. Tesla l'a déjà fait, donc Oui, donc bon, on n'est jamais à l'abri. Mais Tesla a après, tout fait, là, j'ai envie de te dire, donc c'est en contradiction avec ce qu'on a vu, la semaine dernière, donc no c'est je sais pas du tout. Dites-nous en partie commentaire si vous avez plus d'infos par rapport à ça. En tout cas, là, pour l'instant, on ne sait pas. On enchaîne avec quoi? eh ben, on va aller au Texas, encore une fois. J'ai l'impression que Yes. je gère que le Texas, hein, moi, je veux dire, bah, tu vois, TF1 le dimanche, Notre Bon, envoyé alors spécial. Envoyé Mathias, envoyé spécial. C'est pas Matt sur Mars, c'est Matt au Texas. Matt à Austin, envoyé spécial. en vrai, ça serait dingue, hein, je vais à Austin, ensuite à Boca Chica, à Brownsville, là, on est au QG. Non, mais Heu, on se fera le voyage, on se fera le tour US complet. C'est sûr, sûr. donc ouais, on a le Cybertruck qui vient de leaker encore une fois. On a une vidéo, qui n'est pas de très bonne qualité, quoi, c'est pas de la 4K. Et on nous dit globalement, que, bah, c'est une version de Cybertruck avec une suspension à air. Oh. On voit le gros bébé et puis, moi j'ai l'impression que, ouais, en termes de manœuvrabilité, là, il galère un petit peu quand même, hein. Après, est-ce Mais en que même temps, il y a du bordel partout, il ouais. y a des gens et tout. Et là, c'est dans la giga d'Austin, hein, vraiment, hein, il roule dedans, là. Ah oui, carrément, le mec, il a sorti son téléphone comme ça, il s'est dit: «Oh bah, peut-être je vais pas me faire licencier». Oui, et puis on saura pas que c'est moi, tu sais? Alors que son nom, il est totalement noté sur le parking et tout le monde sait qui était à ce poste-là et puis surtout, hein, si tu as le mode sentinelle, activé en même temps, Ouais, enfin ils avec, l'ont vu le la film, dashcam, ouais. le gars, il est filmé, quoi. Donc bon, Non, mais au moins, bref, bon, voilà, il a fait de son mieux, on le remercie, quoi. s'il perd son job, ma force à lui, hein. Et au plus je le vois, plus il me plaît, tu vois? Ah bah, moi je l'aimais bien dès le début donc Ouais. et après globalement, hein, ils c'est comme ça que Tesla, pourquoi ils l'ont pas sorti très rapidement? C'est justement parce qu'ils sont obligés d'habituer, les yeux Ouais, du public à ouais, ça. certainement, Pour quand certainement. au début Mmh. ça choque, tu vois? Ça choque, tu dis: «Ah mais c'est quoi cette merde?» Et après plus tu le vois, plus ton œil il s'habitue et plus, ton Ah ouais, ouais. cerveau il dit: «Ah ça c'est super!» La semaine dernière, on vous avait posé la question en rapport avec le hardware 3 et hardware 4. Je partage mon écran ici. La question était: «Que pensez-vous de la» ah non, c'est pas ça, ça c'est Sonology. Tesla ne va pas permettre le rétrofit de son hardware 3 vers le hardware 4. Elon l'a confirmé. Est-ce pour vous une erreur? Pouvez vous justifier en commentaire. Alors, apparemment, les gens pensent majoritairement que c'est une erreur à 45. 26 disent: «Non, ils ont raison» et beaucoup de gens ont eu la franchise de dire: «Bah,
Yono sait, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oula. Moi, je pense que le consommateur veut toujours avoir le meilleur. Mais, vu que Tesla est habitué d'avoir ce concept de mise à jour, avec, toujours des upgrades, des upgrades, des upgrades, donc le «rétrofit» entre guillemets est entré dans la culture via la mise à jour. Mais Mmh. globalement, si j'ai mon téléphone portable, demain je vais pas changer le processeur. Mmh. Voilà. Donc, il y a pas cet upgrade, possible, hardware. Alors, Ouais. ils ont habitué avec, d'upgrader, l'hardware à un moment avec, les autres, l'autre matériel. Ouais. Mais là, je pense qu'à un moment, ils arrivent à une quantité de véhicules produits, livrés et sur route, où ils savent très bien que si demain ils doivent faire à chaque fois rentrer changer le rétroviseur parce qu'il a changé de taille ou ou changer la caméra avant ou changer parce que c'est une nouvelle technologie, ils s'en sortent pas Mmh. en fait. Il Ouais, y a bien déjà sûr. la gestion des pièces détachées, ensuite gérer le trafic dans tous les Tesla Centers. S'ils veulent vraiment atteindre leurs objectifs de production, mondiale et aussi, énormes, bah, ça peut pas tenir. Le système, il ne tiendra pas. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, «Bah, j'aimerais pouvoir avoir, la dernière nouveauté, le nouveau truc», et on peut comprendre que ça fasse des gens qui soient déçus. Même si je suis d'accord avec toi, il y a aucune raison qu'ils puissent le faire et en plus quand on n'a pas la même taille. Alors il y a des gens dans les commentaires qui disaient: «Ils pourraient le rendre payant, possible mais payant». Mais bon, ça fait beaucoup de boulot pour, certainement pas grand-chose comme l'a dit Elon, surtout quand on a une voiture avec le Hardware 3 qui fonctionne déjà quand même pas mal. On va continuer tout de suite avec toujours une actu Tesla. Tesla qui potentiellement, allez, se lancerait dans quelque chose de top, ça serait le raffinage des métaux. Je te partage ça ici avec le lithium. Le lithium, est-ce que Tesla va acquérir Sigma Lithium? C'est la dernière question en ce moment. Les Sigma Lithium, ils sont présents au Brésil et ce qui est intéressant, alors que j'ai mon chien qui a envie de sortir, on va sortir après, calme-toi. Euh, eh bien, Sigma Lithium, c'est le plus gros réservoir de lithium des Amériques. Ce qui est intéressant, c'est que c'est proche d'un port et que bah, du coup, ils pourraient le ramener facilement vers le Texas, vers leurs différentes usines de production. Est-ce que Tesla va se lancer là-dedans? Je pense qu'il y aura des annonces dans ce sens-là. Ils veulent être complètement verticalement intégrés. Ça peut faire partie des annonces la semaine prochaine. Tu crois pas? Je pense et peut-être aborder aussi le point de l'Indonésie, justement. Donc, tu fais plusieurs annonces. Alors, en plus, on a le Brésil et on a l'Indonésie. Bref, ils vont nous Ouais, parler, de tout ça. Donc, on reste vraiment dans une, ça sort, juste avant. Donc, on verra bien, si tu vois, c'est un petit peu comme le Battery Day, tu vois? C'est les derniers ouais, jours où on a commencé à voir, quelques, voilà, quelques, petites entrées, comme ça et ensuite bam! Battery Day, c'était, alors les gars, personne n'était, enfin on s'était ouais. préparé, mais là c'était immense. Ah mais ouais, ouais, le côté, ah, ils vont racheter Maxwell, ils travaillent sur l'autre ci, sur là. Ils ont acheté ils avaient acheté à l'époque aussi, tu te rappelles l'entreprise, qui fabriquait les machines, Mmh. pour faire les cellules et tout. Donc ouais, on est un petit peu dans le même délire là. Donc ouais, je m'attends à des choses intéressantes. Ça serait cool. On continue, avec, cette histoire d'énergie renouvelable. Tu vas te calmer, oui, on va sortir, calme-toi. Il va te voler le micro. C'est ça. On va continuer avec ces histoires d'énergie renouvelable qui seront, à mon avis, encore une fois, l'élément central de la semaine prochaine, avec les États-Unis. Les États-Unis, premier pollueur de la planète, ils ont énormément de charbon qui tourne, beaucoup de gaz et tout ça. Donc 54% de ce qui attend le raccordement au réseau, c'est du solaire. 11% c'est du vent. Et intéressant, super intéressant même, 17% ça va être du stockage de batteries pour 9,4 gigawatts. Donc c'est complètement fou. Le gaz naturel, ça va être 14%. Le nucléaire, on est à 4%. Il y a deux centrales, enfin deux réacteurs qui vont arriver en Géorgie. Et j'ai été étonné d'un truc. Il manque pas un truc là-dessus, dans le camembert là. It's cold. Ouais, il n'y a pas du tout de charbon. Il n'y a pas du tout de charbon sur le graphique. Alors c'est peut-être les autres 0,2.
Mais voilà, c'est terminé. Pour eux, c'est terminé le charbon, c'est derrière eux. Tu vois, c'est un changement complet de civilisation, de technologie, comme le dit Elon, parce que si on additionne 54 plus 17 plus les 11, on arrive quasiment à 75% de tout ce qui va être installé va être ce qu'on appelle SWB, Solar, Wind and Battery. Ça, tu m'aurais dit ça, bon, moi je t'aurais cru, mais tu aurais dit ça il y a 10 ans, personne n'aurait cru que les États-Unis investiraient autant dans les énergies renouvelables. États-Unis égale pétrole, États-Unis égale gaz de schiste, États-Unis égale charbon. Et ça va être de moins en moins vrai. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est toujours cette part qui commence à grandir avec les énergies renouvelables. Il y a même 2 ans, la part du camembert, elle était plus petite. Ah oui, carrément. Donc là, tu as une Carrément. évolution qui est énorme et peut-être, allez, dans 2 ans, qui Ça sera sait? 100%. Qui sait? Bien sûr, bien On sûr. l'espère. On n'en est pas loin déjà là. Mais tu vois, les Américains, c'est des businessmen, hein, donc ils vont là où c'est le moins cher. Si les Américains vont dans le solaire, dans la batterie et dans le vent, c'est pas parce que ils aiment le vert. Hein. Enfin, eux, ils aiment le vert, mais ils aiment les billets verts, tu vois. C'est Hein, c'est le ça, ouais. vert de l'oncle Sam qui leur plaît. Donc, s'ils vont là-dedans, c'est que non seulement ça va faire de l'électricité, mais qu'ils s'y retrouvent en termes d'argent. Donc, on devrait peut-être suivre cet exemple nous aussi, parce que les énergies renouvelables, solaire, vent et batterie, c'est ce qui coûte le moins cher aujourd'hui à installer et à opérer. Et les prix ne font que baisser et ils vont encore s'écrouler d'ici 2030. Donc, ça sera un sujet de ma conférence justement, et tu vas voir que voilà, ça va exploser et ça n'aura plus aucun sens de mettre autre chose que ces trois choses-là dans les réseaux, je pense, d'ici pas longtemps. Et la France se réveille un petit peu, un petit peu avec là une news qui est plutôt pas mal avec ce que l'on a en France, l'installation du premier parc offshore éolien. On commence à avoir les premières données de RTE qui nous disent ce que ça a produit. Ça a produit le premier parc entre juin et décembre, 674 gigawatts-heure, avec un facteur de charge qui était en décembre de 48%. C'est-à-dire qu'on est à 48% de la puissance nominale. Et on va pouvoir atteindre certainement quasiment 1,5 gigawatt d'installation d'ici à la fin de l'année, puisque l'on a deux nouveaux parcs qui vont rentrer en service, le parc de Fécamp et de Saint-Brieuc, qui ont tous les deux quasiment 500 mégawatts. Donc on va totaliser quasiment l'équivalent d'un EPR en 2 ans, tu vois, d'installation. Même si ils ont un facteur de charge divisé par 2, donc on aurait un demi-EPR en 2 ans d'installer. En termes de capacité, je trouve que c'est quand même pas dégueulasse. Et cette année, on va avoir aussi en Méditerranée 3 projets d'éoliens flottants. Donc, il va y en avoir un à Fos-sur-Mer, un à Leucate et un à Gruissant. Donc, c'est des projets beaucoup plus petits, aux alentours des 30 mégawatts. Mais c'est aussi un élan sur cette filière de l'éolien flottant offshore. Et alors, le truc qui me plaît là-dedans, c'est qu'on voit que le potentiel de la France, il est de 220 gigawatts, potentiel estimé. Par contre, ce qui me plaît moins, c'est que la France devrait atteindre une dizaine de gigawatts de puissance éolien offshore installée d'ici à 2030. Ça me fait pas trop rêver, même si finalement on en est à 1,5 en 2023 et qu'on va arriver à 10. Mais bon, voilà, ça pourrait être beaucoup plus, je pense. Après, c'est le problème le solaire, c'est facile à implanter, forcément. C'est beaucoup Mm. plus modulable. L'éolien, c'est plus compliqué et puis maintenant, il y a aussi la résistance, anti-éolien qui se met en place autour des Ouais. paysages et toute cette partie-là et qui reste plutôt forte parce qu'on est français et c'est notre société qui est comme ça et donc je pense que, en fait, on a les capacités d'aller encore d'être plus rapide sur l'éolien, comme on est en train de le faire sur le solaire. Mais il y a cette résistance, du côté de l'opinion publique et de toute la partie, paysage ou d'autres exploitations avec, certains métiers, notamment de la pêche, où on a Mm, cette mm, mm. opposition qui est plutôt forte. C'est vrai. Et de certaines ONG, groupes environnement, qui eux-mêmes sont les premiers à être contre finalement les énergies renouvelables. Donc on a un peu du mal parfois à comprendre et à voir leurs associations avec les pêcheurs et tout ça. Enfin bref, est-ce que l'on a d'autres sujets pour cette semaine ou c'est bon?
Bah, c'est terminé et moi je pense que du coup je vais aller, me faire, une petite retraite chamanique, pour faire plaisir aux assos. Sans rien, dans la nature, sans énergie, sans électricité, tout pollue. Eh Je ben, pourquoi t'inviterai pas. Eh mais moi, si tu m'invites, je viens avec plaisir, mais moi, je viens avec avec ma ma batterie. batterie EcoFlow et mes panneaux solaires et ce n'est pas sponsorisé de dire ça, mais je viendrai quand même avec. Au moins on sera autonome. Exactement, exactement, on sera tranquille. Sur quoi tu travailles? Bah, j'ai ressorti récemment une vidéo sur, les tensions européennes dans le spatial avec, Ouais. l'Italie, la France et l'Allemagne Mmh. que j'ai sorti un pur kiff. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de chers amis italiens et de toute cette structuration qui se reflète également sur le spatial, donc c'est riche le spatial et puis là je suis en train de créer un bon gros dossier sur, la Russie, sur la stratégie spatiale de la Russie. J'ai été optimiste, hein. Initialement, je dis ouais, je vais faire ça en un épisode et j'ai vu la longueur de mon script. J'ai dit bon, alors là, on va diviser en 4 épisodes au moins parce que Oh, c'est plutôt fourni. Et là, ça va être sur les 20 prochaines années de la stratégie spatiale russe et bien. aussi industrielle. Donc, vraiment un sacré dossier qui arrive dès ce dimanche. OK, OK, bon, on suivra ça. On suivra ça, c'est super intéressant. La semaine prochaine, on fera donc un épisode spécial sur, le Tesla Investor Day. Dites-nous en partie commentaire de quoi ça va parler à votre avis et ça risque d'être super intéressant. On se quitte là-dessus Et et voilà. on se reparle la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Salut tout le monde, moi j'ai promené la chienne. Bye bye.